Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir nous avons 26 minutes pour parler du rôle des organes de régulation des élections en temps de crise, et pour en parler nous recevons sur ce plateau le président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Alioune. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le coordonnateur du M23 et également M. Mounersi, constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, M. Tine. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Écoute, on arrive à cette situation par, si vous voulez, la déconstruction des institutions démocratiques et leur contrôle par l'exécutif. Senghor avait quand même commencé à mettre des institutions, à mettre la base. Et quand il est parti dans un contexte africain où l'on a considéré le Sénégal comme une exception démocratique, parce qu'il y avait les dictatures militaires et il y avait même des présidents qui s'autoproclamaient présidents à vie. Donc c'était une exception extraordinaire quand Senghor est parti. Diouf aussi est parti dans des conditions où il a consolidé les organes de régulation des élections. Il fallait voir à l'époque quand même la bataille entre l'ONEL avec le général Niang et le ministère de l'Intérieur avec le général Cissé. Mais là, c'était une compétition pour essayer quand même de faire en sorte que les choses se déroulent de la meilleure manière. Je me rappelle que en 2000, le 6 février, il y avait le FRTE qui avait fait une manifestation jusqu'à la place de Washington pour aller voir le ministre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est pour vous donner une idée sur la régression démocratique qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps. C'est important le thème qu'on aborde, parce que quand on est dans une situation de crise, généralement, on peut être sauvé par les mécanismes de régulation s'ils font leur travail. Parce qu'en réalité, une élection, c'est d'abord la confiance. La confiance dans la partialité des organes de régulation, des institutions de régulation. Mais aujourd'hui, vous prenez un par un, les institutions, une par une, les institutions de régulation. Prenons le Conseil constitutionnel. Après tout le débat, lui, il reviendra là-dessus. La validation a provoqué quand même des manifestations partout, une réprobation généralisée et carrément une disqualification par la presque totalité des candidats de la décision du Conseil constitutionnel. Vous prenez aujourd'hui la Sénat, qui est quand même l'organe qui doit réguler la transparence, la régularité des élections. En fait, son rôle, c'est de tacler une administration partisane. Alors, aujourd'hui, la Sénat a fait son travail correctement en adressant une lettre en bonne et due forme au ministre de l'Intérieur pour dire les candidats peuvent faire campagne partout et que son arrêté violait la loi électorale. Pareil pour le préfet de Dakar qui interdit les manifestations. Mais mieux, c'est carrément quand même une lettre de mise en demeure, la dernière lettre. Maintenant, il s'agit tout simplement de faire dans la substitution, mais la Sénat ne peut pas aller aussi loin. Donc, dans les temps de crise, si vous avez aujourd'hui un président, parce que j'ai entendu le président lui-même argumenter, dans une situation où le président est candidat aux États-Unis, on l'appelle un lame duck, ça veut dire un canard boiteux. Il y a un conflit d'intérêts réel. Lui, il peut aller jusqu'au palais, il peut aller où il veut en tant que candidat, et que les autres candidats ne peuvent pas faire campagne là où lui peut faire campagne. Et lui décide qui peut et ne peut pas faire campagne. On est dans un conflit d'intérêts incroyable. Donc, le caractère libre de cette élection pour l'ensemble des candidats, certains ont été molestés, ont fait l'objet de mauvais traitements. On a tiré pratiquement, vos télévisions l'ont montré, pratiquement vraiment à bout portant sur un candidat blessant. C'est Gori. C'est le cas d'Ibrahima Fall. L'autre a été traîné par terre, c'était Cheikh Bamba Dièye. Youssou Ndour même, le patron de cette télévision, de cette chaîne de télévision, a été blessé légèrement hier. Donc,
sans compter maintenant les morts. Même l'Union européenne a élevé la voix pour quand même montrer le caractère disproportionné, franchement, de l'intervention de la police. Okay, merci M. Tine. Monsieur Si, donc vous pensez que ces organes de régulation ont échoué, on pense au Conseil constitutionnel par exemple? Évidemment, c'est-à-dire la première institution de régulation, c'est l'institution normative, qu'est la Constitution. Parce quoi que l'on puisse dire, une Constitution est avant tout une institution. À partir de ce moment-là, elle vise à cadrer les règles du jeu dans le cadre des composantes de l'État, et particulièrement de ceux qui sont censés incarner l'État, quant à l'accès au pouvoir, l'exercice du pouvoir et la dévolution du pouvoir. Mais lorsque ces règles posées par cette institution de régulation qu'est la Constitution sont bafouées, la crise politique est imminente et très patente. Donc, deuxièmement, il y a une institution qui est maintenant organique, qu'on appelle le Conseil constitutionnel, que la Constitution elle-même a donné prérogative pour protéger les règles contenues dans la Constitution elle-même, particulièrement en matière d'accès au pouvoir, d'exercice du pouvoir et de dévolution du pouvoir. C'est la raison pour laquelle Dominique Rousseau parle de démocratie continue, assurée par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, les règles du jeu, la crise a commencé lorsqu'il était question de respecter une règle à partir de l'article 27 et de l'article 104. Depuis que cette règle a commencé à être bafouée, on a vu au niveau de la lorgnette, comme on dit, l'avènement d'une crise qui était latente, devenue par la suite très patente. Ce qui fait qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel, par rapport à ses modalités de saisine, ses modalités de composition, ce qu'on appelle les modalités de nomination, a posé problème en aval. Après maintenant, il y avait un problème qui est né par rapport à sa fonctionnalité. Nous avons lu et commenté les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel concernant les candidats qui seront habilités à compétir. Mais au final, la dernière décision, c'est celle qui importe. Il y a eu 2 poids et 2 mesures. Il était question de quoi? Lorsque le code électoral, qui est encore une institution, qui participe à la régulation du jeu politique, dit que tout candidat peut introduire des réclamations devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a tendance à écarter cette disposition législative en disant que les recours du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours, alors qu'ici, ce n'est qu'en matière contentieuse, ce qu'on appelle en matière de loi, contrôle de constitutionnalité des lois. Lorsque le Conseil décide que telle loi est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, cette décision ne peut pas faire l'objet de recours. Mais la loi électorale permet à tout candidat malheureux, ou à tout candidat même accepté, d'introduire une réclamation. Ce que les candidats indépendants ont fait, et le Conseil, dans sa décision, a écarté ça, dans la forme, en disant que, en vertu de l'article 92 de la Constitution, on n'est pas recevable à discuter sur des réclamations, en violant ainsi donc le code électoral. Mais plus grave, d'autres réclamations ont été effectuées par le président, par le FAL, les FAL du moins, et d'autres candidats heureux, entre guillemets, et le Conseil s'est prononcé dans la forme, même si dans le fond, il a tout rejeté. Ça prouve que cette décision est assez bancale du point de vue équité. Maintenant, les institutions, quels sont leurs rôles? C'est d'assurer d'abord l'égalité ab initio des candidats au départ, parce que c'est une course. Si l'inégalité n'est pas au départ, il y aura une inégalité à l'arrivée. L'inégalité est assurée par la Sénat, l'égalité du moins, qui pose le principe de l'égalité des candidats. Donc vous estimez que dès lors le jeu électoral est complètement faussé? Évidemment, je vais vous dire pourquoi. On l'a dit par rapport à la campagne électorale. La loi L61, article L61 du code électoral dit que tout candidat peut faire campagne électorale à travers des manifestations publiques sur tout le territoire national. Il n'a pas été question de réserve territoriale. Il n'est pas dit les espaces qui avoisinent la présidence. Il n'a pas été dit. Il est vrai que le bon sens permet de ne pas accepter qu'un candidat, d'ailleurs, qu'est-ce qui empêcherait le président en exercice de faire campagne devant le palais? Rien. Est-ce qu'un autre candidat qui n'est pas président, comme on l'appelle le canard boiteux là, pourrait faire
campagne devant le palais. Ça prouve qu'il y a violation au début. Et c'est à ce niveau que le Conseil constitutionnel, qui avait la possibilité de régler le problème dès le début, en appliquant le droit qu'avait émis le président Wade en 2007, aucun problème n'aurait lieu. Mais le fait de déposer sa candidature, qui était récusée parce qu'illégale, a poussé le Conseil constitutionnel, entre guillemets, orienté vers l'institution exécutive, étant son instrument, il faut le dire, dans tous les États africains, la plupart du temps, même s'il y a des exceptions maintenant. Justement, Mounirou, j'en viens à Lountine. Souvent, ces organes de régulation, quand même, ont causé d'énormes instabilités dans certains États africains. On peut citer l'exemple de la Côte d'Ivoire ou bien même du Niger. Écoutez, vous avez de très bons exemples, mais je vais venir sur, effectivement, le problème de l'égalité des candidats. Vous savez, à la présidence, il y a la campagne qui continue. On reçoit beaucoup de militants, c'est des centaines de militants. Il n'y a pas si longtemps qu'on a trouvé à la présidence de la République qui entrent, qu'on reçoit plein de monde. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des Sénégalais qui sont favorables au président de la République, qui ont la possibilité d'aller à la présidence faire campagne, et pas d'autres. Mais certains disent que, avant d'en venir aux exemples africains, mais certains disent que, ou bien la majorité quand même vous accuse de vouloir semer le chaos près du palais. Mais écoutez, combien de fois nous avons fait des manifestations à la place de l'Obélisque, où les gens nous disent, moi je me rappelle quand je suis sorti du trou là où on m'avait mis, il y a eu une manifestation énorme. Il y avait plus de 100 000 personnes à la place de l'Obélisque. Les gens ont crié on va au palais. J'ai dit non. J'ai dit non, on ne va pas au palais. Que notre manifestation est pacifique. Combien de fois nous avons retenu des gens qui nous ont traités de poltrons? Attention. Quand nous avons dit nous allons faire notre première manifestation à la place de l'indépendance, c'était une parade. C'était pour faire la fête. Parce que aussi, il y a un caractère festif dans la campagne électorale. C'est ça qu'on voulait, mettre la musique, mettre le truc. Écoutez, nous sommes quand même des gens très responsables. Et cela nous a rendus à un moment donné impopulaires. Donc, ce n'est pas notre problème. Si effectivement nous cherchons à aller au palais, on cherche à y aller par les voies les plus légales, par le consentement du peuple, par la légitimité du peuple, par la voie des urnes. Non, pas effectivement aller au palais. Non, on veut faire campagne partout parce que les gens du plateau ont le droit de recevoir des candidats, d'écouter ce qu'ils leur proposent. Les gens qui sont au marché Sandaga ont le droit de recevoir des candidats, d'écouter ce qu'on leur propose. Si effectivement cet aspect de l'égalité des candidats dans la circulation du territoire national n'est pas respecté, écoutez, tout est biaisé. Si la Sénat est impuissante, c'est biaisé. Moi d'ailleurs j'interpelle l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que l'Assemblée nationale qui a voté cette loi électorale ne convoque pas le ministre de l'Intérieur pour lui demander d'appliquer la loi, ne serait-ce qu'une interpellation? Mais quand vous parlez de l'Assemblée nationale aussi, certains vous diront que le jeu politique a été faussé dès le début, puisqu'il y a l'opposition qui avait boycotté les élections législatives. Mais je reviens sur les exemples du Mali rapidement. Oui, avant d'en venir là. Vous savez, au Niger, ils ont commencé à voter dans les années 46. Nous, c'est en 1848. Mais eux, c'est avec la constitution de 1946 qu'on a commencé à voter au Niger. Mais quand ils ont fait leur transition démocratique, ils ont eu quand même des institutions assez solides. La Cour constitutionnelle, quand Tandja a voulu faire son troisième mandat, il a dit, mais vous ne pouvez pas, monsieur le président de la République. C'était une femme. Et c'était une dame qui était à la tête, bien entendu, de cette Cour. On a dissous. Mais quand même, c'est un organe qui a fait son travail. L'Assemblée nationale a voulu aussi juger, y compris les propres députés de Tandja, pour dire que vous violez la Constitution. Parce qu'il y a des fondamentaux de la Constitution. Quand vous touchez carrément à la sécurité, vous touchez à tout. En réalité, vous faites carrément écrouler, peut faire écrouler un État.
si effectivement vous touchez aux fondamentaux. Ils ont dit non. Mais la dernière mesure, ça a été la force. C'est l'armée qui a contraint Tandian à lâcher. En Guinée, quand on a eu également des problèmes, pour vous dire que c'est un problème de confiance à la Sénat, la CENI, mais on est allé chercher un général malien pour être président de la CENI au Mali, pour que la confiance revienne. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays, au plan diplomatique quand même, qui pèse lourd. Wade fait partie également des présidents qui ont de l'autorité en Afrique. Personne ne peut l'affronter comme ça, directement. Ça, il faut le reconnaître. Et les gens sont venus très tard pour gérer la crise. Nous l'avons dit au général Obasanjo. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais la crise, elle est très profonde. Parce que aujourd'hui, en dehors de Wade, on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, les protestations, sinon l'affrontement, sinon la violence et les menaces d'instabilité et pratiquement faire sauter un verrou de stabilité politique, mais également de sécurité de toute la sous-région. Ça ne vaut pas le coup. Comme moi, je suis tout à fait d'accord avec les gens du Sud qui disent à l'heure actuelle, notre problème c'est l'état d'urgence du dialogue. Voilà. Monsieur Si, ces organes de régulation, ce n'est pas que le Conseil constitutionnel ou bien la Sénat. Il y a aussi le pouvoir religieux, la société civile. Est-ce qu'ils font leur travail aussi pour que cette situation se décrispe? En fait, j'aimerais revenir une seconde sur la relation préfet-Sénat et acteurs politiques. Vous savez que là, on est au confluent du droit administratif et du contentieux électoral. En matière administrative, les autorités de police administrative au niveau local, c'est le maire et le préfet. Mais en matière électorale, la campagne électorale pose une circonstance exceptionnelle qui fait que seules les dispositions et les orientations de la Sénat priment sur les autorités locales. D'autant plus que la Sénat ayant une base législative qui, du point de vue hiérarchique, est au-dessus de tout arrêté ministériel, de tout arrêté préfectoral, sa décision doit primer sur le préfet, encore plus sur le maire. C'est la raison pour laquelle l'autorité de police administrative, qui est le préfet, qui viole une disposition, entre guillemets, réglementaire de la Sénat, est en violation directe de l'ordonnancement juridique sénégalais. Malheureusement, je ne suis pas un peu d'accord avec Alioune. Pour moi, la Sénat n'a fait que donner une lettre d'explication, une lettre de rappel. Moi, je voudrais qu'elle soit beaucoup plus autoritaire, en rappelant les dispositions qui l'ont instituée, en disant au préfet que votre domaine, actuellement, est un peu suspendu, et qu'en matière de police administrative, entre guillemets, électorale, c'est moi qui suis l'autorité habilitée. Ça, c'est un. Maintenant, la paix, on peut la voir partout. Et il va de soi, dans un pays comme le Sénégal, où les autorités religieuses, la société civile constituent des acteurs de régulation et aussi des promoteurs de la paix. C'est la raison pour laquelle nous pensons que leur implication actuelle ne serait que bienvenue. Mais il faut également qu'on leur tende la main. Parce qu'en général, les connaissants, ce n'est pas des gens qui viennent, de par leur propre chef, intégrer un processus dans lequel ils ne sont pas invités. C'est à l'État, entre guillemets, aux acteurs politiques actuels, de voir, de mettre en place une sorte d'organe, de possibilité, pour parler comme Kant, en vue de les inviter à intervenir. Ça, c'est dans la société civile. Quelle société civile? Parce que depuis quelque temps, on parle des sociétés civiles au Sénégal. Malheureusement, quand tu n'es pas dans la logique de l'État, on te calque d'un qualificatif de politique, encagoulé. Chaque fois qu'on essaie d'être objectif, en posant les règles du jeu, si ça va à l'encontre de l'intérêt étatique, on dit qu'il est contre le système. Donc, affilié à un parti politique ou qu'il est financé, soutenu par quelqu'un d'autre. Or, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle cette société politique aussi, société civile, a du mal à s'imposer au niveau de tous les acteurs politiques, opposition et pouvoir politique. Maintenant, pour finir avec les autres acteurs, qu'on appelle les institutions africaines et internationales, elles aussi
ces institutions ont un rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle nous pouvons saluer, avec des réserves, l'arrivée de Obasanjo. Parce que je l'ai dit une fois, pour qu'il y ait dialogue, il faut la rencontre de 5 éléments. Il faut d'abord avoir la volonté de discuter, être d'accord sur les termes de la discussion, avoir un arbitre impartial et indépendant, ne pas imposer son point de vue et aller vers un consensus. Est-ce que ces 4 conditions, il est vrai qu'Obasanjo pourrait être un arbitre indépendant et impartial, mais les 4 autres conditions sont-elles réunies? C'est la grande question. Voilà, M. Tine, on est arrivé à un moment où quand quelqu'un prend la parole pour parler, automatiquement on dit que ah non, lui, il est de ce camp-là. C'est comme qui dirait qu'il y a une rupture de confiance totale, même des fois entre le pouvoir religieux et les populations. Ah, vous savez, c'est une période extrêmement complexe que nous vivons. Partout où l'enjeu, c'est le pouvoir, le débat est difficile. Le débat est difficile, les polarisations ne manquent pas, mais ce qui rend difficile les problèmes du Sénégal, c'est le fait effectivement que dans notre administration, nous avons une forte culture du loyalisme. Nous n'avons pas une culture républicaine. Si vous allez aux États-Unis, si un préfet ou un gouverneur demande à un policier de violer la loi, il lui dit non. Il s'oppose. C'est ça la culture républicaine. Si effectivement le ministre demande à un préfet de violer la loi, le préfet dit non. Ces temps-ci, nous avons remarqué, il faut le relever, c'est important, les procureurs au Sénégal disent non. C'est une excellente chose. C'est ça qui peut nous faire évoluer. Parce que sinon, nous avons ce qu'on appelle un État-parti, et on a effectivement la culture de l'État-parti qui se diffuse dans l'administration, et on a une administration partisane qui, au lieu de fonctionner de façon républicaine, fonctionne de façon loyale. C'est le loyalisme qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Prenons encore, comme vous l'avez dit, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, la Sénat a le pouvoir de substitution. Quand il y a eu la crise avec Tandja, qu'a fait la Sénat au Niger? Beaucoup de membres de la Sénat ont démissionné. Quand il y a eu des problèmes en Mauritanie et que la Sénat a senti qu'elle ne pouvait pas faire son travail dans certaines conditions, mais ils ont démissionné. Vous savez, moi j'ai même interpellé, j'ai été loin avec le président de la Sénat. Je lui ai dit, mais vous devez aller sur la manifestation et dire aux flics de rentrer. Voilà. Maintenant, c'est le pouvoir de substitution, comme vous dites, qui est le dernier pouvoir, mais ils hésitent à le faire. Et effectivement, quand vous êtes dans l'impuissance d'exercer vos fonctions conformément aux lois de la République, vous en tirez les conséquences. Justement, il nous reste très peu de temps, moins de 5 minutes, me dit-on. Alors, monsieur, comment est-ce maintenant qu'on doit sortir de cette situation, puisqu'il faut le rappeler qu'on est à 48 heures de l'élection présidentielle? Moi, je suis parmi ceux qui croient qu'il ne faut jamais se lasser de dialoguer. Mais il faut également qu'il y ait la sérénité dans le dialogue. Et la vérité, et l'envie de dialoguer. Le président Ouad, soi-disant, a fait appel N fois à l'opposition qui a décliné son offre pour dialoguer. Il faut savoir la raison. Voilà, il me reste 3 minutes, M. Tine. Maintenant, non, je termine sur un petit fait. Concernant la Sénat, j'aimerais bien, à l'avenir, que la Sénat ne soit plus désignée par l'exécutif, proposée par l'exécutif et validée par l'Assemblée nationale. Comme ça, elle sera autonome pour gérer de manière autonome les élections. Voilà, M. Tine. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ceux qui proposent l'état d'urgence du dialogue. Il nous faut une solution politique. Il nous faut une solution pacifique. Il me semble qu'aujourd'hui, notre grand malade, c'est le Sénégal. Et il me semble que ce qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on sauve le Sénégal du précipice. Parce que nous avons parlé hier avec le président Obasanjo. Nous lui avons fait une description de la situation. Et il nous a dit, chaque fois qu'on s'approche du 26, on s'approche du précipice. Il faut se dépêcher, que les gens se rencontrent, discutent, qu'on n'aille pas aveuglément vers ces élections, parce que si on va vers ces élections, franchement, on prend d'énormes risques de plonger ce pays dans le chaos.
Voilà, merci Mouchetine, merci Moussessi. C'était tout donc pour ce débat qui était consacré au rôle des organes de régulation des élections en temps de crise. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir.